troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud où des élections générales ont eu lieu ce 8 mai, élections suite auxquelles le président Cyril Ramaphosa et son parti, l'ANC, ont obtenu 230 sièges sur 400, ce qui logiquement va entraîner l'investiture le 25 mai du président Cyril Ramaphosa. Mais quels sont véritablement ces défis, les défis prioritaires auxquels il devra s'attaquer? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Solène Duplessis. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, remporte les élections législatives et provinciales du 8 mai avec 57,5% des suffrages, selon la commission électorale sud-africaine. L'ANC conserve ainsi la majorité au Parlement, une victoire nette mais décevante pour la formation. En effet, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti au pouvoir passe sous les 60% des suffrages. Afin de regagner le soutien de la population, le président Cyril Ramaphosa a promis notamment d'améliorer les services publics, de créer des emplois et d'accélérer les réformes agraires. Je veux juste que nous travaillons et appliquons nos politiques et faisons ce qui est juste pour notre peuple. En effet, l'ANC, au pouvoir depuis 25 ans, présente un bilan médiocre. Avec un taux de chômage qui s'élève à près de 27%, la corruption qui a gagné le plus haut sommet de l'État et les inégalités sociales qui persistent depuis la fin de l'apartheid, des échecs sanctionnés par l'opposition tout au long de la campagne électorale. Une opposition se renforce d'ailleurs au sein du Parlement, avec 84 sièges pour l'Alliance démocratique et 44 pour le Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. La population, de son côté, attend des changements. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption, qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Les 400 députés élus devront ensuite choisir le nouveau président de la République qui sera investi le 25 mai prochain. Avec un total de 230 sièges, l'ANC conserve la majorité absolue et ouvre la voie au maintien au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Mais dans une conjoncture économique particulièrement difficile, sa tâche s'annonce ardue. Sadio Morel, donc vous vouliez répondre à Guy Mafimba et à Jean-Bernard Bikim qui ne semblaient pas s'entendre sur le phénomène. Ma réponse justement va renvoyer à ce troisième sujet parce que ce que Bikim disait par rapport au fait que une élite noire. Ramaphosa a fait tirer d'abord sur les miniers. Je veux dire que la justice a réglé la question, mais cette élite noire qui est en train de s'accaparer. Parce qu'il y a ce qu'ils ont appelé aujourd'hui, un rapport à bien identifier sur plus de 300 pages, sous l'ère Zuma, ce qu'ils ont appelé la politique de la reprise, du contrôle de l'État. La capture de l'État. La capture d'État par sa justice, par son économie, par son administration, par son économie, par tous les systèmes, et qui a été illustré justement par la figure des Gupta. Et les Gupta qui travaillaient bien en commun avec Zuma, son fils, ses proches, oui. Et qui sont responsables de la déliquescence économique aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Et je ne pense pas que dans ce rapport, il y ait eu le nom de Ramaphosa, qui est pourtant très riche. Bon, après, faisons attention au mot déliquescence économique, le pays reste quand même. Oui, mais non, c'est par rapport. Non, c'est endogène, c'est de façon endogène. Je ne parle pas de façon exogène. Par rapport aux prévisions, hein. Voilà, aurait pu être plus loin. Voilà, exactement. C'est dans le contexte endogène. Hein. On est en train de parler de l'Afrique du Sud, on n'a pas encore fait les enjeux géopolitiques ou géoéconomiques. 400 milliards de dollars de PIB quand même. Voilà. Donc, je crois que, et par rapport à ça, par rapport à cette captation de l'État, par rapport à cette économie qui a dégringolé, parce que l'Afrique du Sud a quand même été longtemps et toujours longtemps autonome dans plusieurs secteurs. Hein, et vous pensez que l'homme, je veux dire le président Cyril Ramaphosa, a un passé qui aujourd'hui lui donne la légitimité, comme l'a dit Guy Mafimba, d'affronter les défis auxquels doit faire face aujourd'hui l'Afrique du Sud et l'ANC. Vous l'avez dit, son nom n'a pas été mêlé au scandale dans le rapport que vous avez cité. Donc vous lui reconnaissez une forme de fraîcheur politique et diplomatique et démocratique. Et en plus, c'est un progressiste, c'est pas quelqu'un qui reste confiné dans les acquis.
il va au-delà. Et en allant au-delà, justement, c'est pour cela qu'il a eu besoin de son monsieur... comment on appelle encore, celui dont je parlais tout de suite, Rondane. Oui. Rondane qui fait le lien justement entre certaines minorités des finances, de l'économie, qui est maintenant... De l'économie et des finances. L'homme des communautés. Trois points importants. Oui, mais est-ce que j'ai fini? Vous nous expliquez que la fraîcheur politique de l'homme, vous avez dit qu'il n'est pas compromis par le rapport que vous avez cité. Dites-moi, vous voulez évoquer quel autre point? Allez, je vous écoute. Mais j'ai perdu le fil de... D'accord, c'est pas grave, on va revenir. Ouais. En l'occurrence, nous allons aborder 3 points essentiels dans cette partie, puisque ça fait partie des défis que le président Cyril Ramaphosa a énuméré, c'est la lutte contre la corruption. Ben voilà, c'est là où je voulais... La lutte contre les réformes agraires. Et la question des réformes agraires. Vous vouliez parler de la corruption, allez-y. C'est justement ça, quand il s'attelle comme ça à lutter contre la corruption, ça veut dire que il aura contribué à réduire même son score. Parce qu'on a vu comment il a failli se crêper les chignons avec un proche de Zuma. Oui. Et pendant les élections, après, ils ont décidé de laver le linge sale en famille. Mais lutter contre la corruption dans cette Afrique du Sud-là... Vous lui reconnaissez quel levier doit-il justement actionner quand il lui dit « je vais vaincre la corruption, je vais combattre significativement la corruption ». Ça veut dire quoi concrètement? Combattre la corruption, c'est-à-dire déjà ouvrir les enquêtes, les dossiers, et puis... Vous pensez qu'il est aujourd'hui en situation, effectivement, d'ouvrir des enquêtes, y compris ses proches? Y compris ses proches, et ceux qui viennent d'être élus avec lui. Il est obligé, vous savez, il a une patate chaude qui s'appelle Bouzaza entre les mains. Donc il faut qu'il gère ça s'il veut continuer à être ce qu'il veut être et à faire ce qu'il veut faire. Ensuite... Allez-y très rapidement, on n'a pas assez de temps, allez-y très rapidement. Allez-y. Pour la corruption, allez-y, pour la corruption. Expliquez-nous justement par rapport à la corruption, allez-y. J'ai fini d'expliquer. D'accord. Alors, on reviendra sur d'autres points. Jean-Bernard Bikim, très rapidement. Alors, la question elle est complexe, la question de la réforme agraire. Il a dit, je vais, et d'ailleurs, Julius Malema le presse de régler cette question, la question de la réforme agraire. On a vu la malheureuse expérience au Zimbabwe, vous l'avez dit, mais on a également vu que certains Noirs à qui on a pu réattribuer certaines terres n'ont pas pu les mettre en valeur. Comment fait-on face à cette problématique très complexe? Alors, lors des 7 dernières émissions politiciennes qu'on a faites ici sur les aspects économiques, je répétais en permanence que les dirigeants africains devraient, dans l'intérêt du pays, réunir tous les partis, majorité, opposition, société civile, afin de prendre des décisions sur un serpent de mer qui tue nos pays depuis la nuit des temps. Ce serpent de mer, c'est quoi? Ça s'appelle en économie le triangle d'incompatibilité. Qu'est-ce que c'est un triangle d'incompatibilité? C'est une situation où l'État, enfin le souverain élu, est obligé de prendre en compte une constante entre 3 choix, 3 objectifs, politique monétaire indépendante, régime de taux de change fixe, libre circulation des marchandises personnes. Non. Je propose. Je termine. Faites l'effort de sortir. Sortir de la théorie. Je termine. Pour aller de façon pratique de l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Je termine. Cette question-là, pourquoi elle est centrale? C'est elle, justement, qui régit les questions de corruption, la question de la réforme agraire, la question du chômage. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes, en Afrique du Sud, dans une situation qui est la suivante. Nous avions un pays qui était pratiquement dit pays avancé. Pratiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans? Il n'a pas régressé, il a stagné, il a fait du surplace. Et pourquoi a-t-il fait du surplace? Parce que justement, tous les souverains élus, donc depuis 25 ans, ont considéré que le marché était capable de réguler tout ce qu'il fallait pour que le pays continue son avancée. Concrètement. Or, les pays scandinaves et les BRICS ont montré
la Chine, la Corée du Sud ont montré que même dans une économie dite ouverte, il faut des nouveaux instruments de régulation pour permettre justement une redistribution optimale et objective. La difficulté des universitaires comme vous, Jean-Bernard Bikim, c'est de faire des comparatifs alors que chaque pays a des spécificités dont il faut absolument tenir compte. Les théories ne marchent pas partout, les théories ne sont pas applicables partout. Là, nous parlons de l'Afrique du Sud qui a une histoire particulière qu'aucun autre pays au monde n'a. Et donc, pour lui appliquer une théorie, il faut bien se poser bien la question, il faut bien se poser la question si les réalités qu'on a en face sont compatibles. La question, je la repose, c'est faut-il arracher aujourd'hui des terres aux fermiers blancs pour les donner aux fermiers noirs? Guy Mafimba, quelle doit être l'approche à adopter? Ou y a-t-il une solution intermédiaire? Moi, je pars du principe que c'est une obligation à la fois morale et historique. Hein. Une obligation morale. C'est quand même 72% des terres qui sont détenues par 4% des Blancs, oui. Et le reste à 4%. Ce n'est plus C'est une question de justice. Vous parlez d'obligation morale. C'est une question de justice. Obligation morale aussi. Quand je dis obligation morale, que ce soit du côté des Blancs que du côté des Noirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le président doit avancer sur ce chantier-là. Sur ce chantier-là. Maintenant, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire. Et vous avez eu la présence d'esprit de dire c'est un pays assez particulier. Oui. Moi, il y a plusieurs expériences, hein, zimbabwéennes et autres. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Je vais le dire pourquoi. La priorité pour le président Ramaphosa, ce sera de créer un minimum de consensus au niveau de l'ANC. Parce qu'on oublie que l'ANC, c'est un parti-État. C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait déboulonner? Ils sont divisés sur plein de problématiques. Mais bien entendu. Donc, tant que vous n'avez pas de consensus sur une problématique aussi cruciale, oui, il aura des difficultés pour avancer. Il y a des courants qui pensent qu'il faut faire à la méthode zimbabwéenne, il y a d'autres qu'il faut prendre la méthode namibienne, il y a d'autres qu'il faut réfléchir autrement. Donc, il faut avoir un consensus au niveau de l'ANC. Sadio Morel Kanté. Ça, c'est la première. Je n'ai pas fini. La deuxième chose, je pense qu'il a déjà entamé. Il a mis en place un comité parlementaire. Oui. Il a mis en place un comité parlementaire pour réfléchir. Et je peux faire une espèce de projection. Je pense qu'il va passer par la méthode d'un espèce de référendum. Où même les voix les plus réfractaires à une telle réforme... Mais ça a quel sens? Ça a quel sens dans un pays où ceux qui se plaignent sont majoritaires? Ça a quel sens? Le référendum. Ça a quel sens? Oui. La réponse est connue. L'avantage, oui, la réponse est connue. L'avantage, c'est que la minorité blanche va s'exprimer et va apporter affiner ne serait-ce que la décision qui sera prise en définitive. Donc, parce que partez du principe que la minorité blanche n'est pas en bloc opposé à cette réforme. Il faut donner une forme de légitimation cosmétique. Vous avez trouvé l'expression. À la décision. Je vous remercie de cette expression, c'est véritablement cela. Une légitimation cosmétique, on peut y arriver. Moi, je ne pense pas qu'il faille dire je finis, légitimation cosmétique. Je finis. C'est plus profond que ça. C'est plus sérieux que ça. Je finis. La légitimation cosmétique qui va intégrer les deux légitimités de M. Ramaphosa. Historique, économique. Il sera le mieux placé pour dire à ses frères noirs, attention, moi je suis le capitaine d'industrie. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Bon. Donc, je pense que c'est, pour moi, l'approche... Le propos est très clair. Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie intermédiaire? Vous savez... Les terres détenues par les Blancs appartenaient bien aux Noirs. Oui. Donc il faut, historiquement, réparer l'injustice qui a été causée. Donc c'est pour cela que je pense qu'il n'y a pas de solution cosmétique, c'est beaucoup plus... Il parle de légitimation continue. C'est-à-dire que le référendum sera un référendum où toutes les couleurs vont donner leur point de vue. Mais avant que qu'on ne finisse cette partie, puisqu'on me dit qu'il ne nous reste que 2 petites minutes, dites-nous, Sadio Morel Kanté, est-ce que ce pays, un jour, réussira la mixité raciale? La mixité raciale. Alors, vous savez, il y a trop de contradictions, de complexité. C'est ça.
c'est un pays particulier avec, je crois, des décisions aussi particulières à prendre. Je suis moins pessimiste. Moins pessimiste. Non, quand on voit aujourd'hui des Noirs minoritaires qui pensent que d'autres Noirs, des Africains noirs, sont en train de venir leur arracher le pain de la bouche, qui s'en prennent à eux, on a vu les brûler ici et là, et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cadre pour pouvoir prévenir et éviter ça. Ça fait peur. Ça, c'est une autre dimension aussi, effectivement, qui vient rendre plus complexe la question de la mixité sociale et raciale. Mais je pense que les gouvernants, avec la bonne foi, s'ils mettent les personnes qu'il faut, représentatives, à la tête de l'État, au sommet de l'État, pour travailler tous ensemble, la question... c'est faisable. C'est faisable. Avec de la bonne volonté, la bonne foi, je pense que c'est faisable. À moins que encore il y ait cette histoire de captation de l'économie ou de l'État, de l'économie de l'État, qui viendra encore fragiliser les choses, déstructurer les choses et mettre en évidence encore qu'il y a une minorité qui s'accapare toujours pour... on l'aura compris, la question est complexe. Très complexe et difficile à essorer. C'est compliqué, vous l'avez dit, malheureusement, on n'a pas assez de temps. C'est compliqué d'envisager une Afrique du Sud racialement mise, alors qu'on veut arracher des terres aux Blancs et les donner aux Noirs. En tout cas, on reviendra une fois que le président Cyril Ramaphosa aura mis en œuvre son programme et que viendra le moment de l'évaluation et de l'analyse. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir passé. Merci Jean-Bernard Biquet, Sadio Morel, Kanté, Guy Mafimba d'avoir participé à cette émission. Et merci aussi de vous être associé à moi pour rendre hommage à nos soldats sur le continent qui se battent au quotidien pour protéger et préserver nos vies et nos libertés. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.